Bonjour, bonsoir à tous, c'est Komorebi. On se retrouve pour un nouvel épisode de la Lumière Pop de la semaine, celui sur la semaine numéro 20 de 2026, qui s'étale du 11 au 17 mai. On a 12 œuvres dont on doit parler dans l'épisode d'aujourd'hui, 2 jeux vidéo, un comics et donc 9 mangas. Ça va donc être un épisode normalement assez chargé, pardon. Je ne suis pas en avance dans mon enregistrement, parce que je n'enregistre pas ça au fur et à mesure, vu qu'on est vendredi soir et que l'épisode est censé sortir dans un jour et demi, globalement. Mais en même temps, la semaine dernière était chargée. J'ai normalement terminé l'épisode de la semaine dernière pendant la semaine dernière. J'ai fait quelques lives, j'ai fait mes séances de grimpe, j'ai regardé la Zilan en entière et j'ai mis à jour mon fichier Excel immense qui rassemble les scores et les résultats de toutes les Zilan, ce qui a pris du temps, ce qui a décalé de fou mon sommeil et m'a fatigué. Ce qui fait que je me réveillais tard et fatigué, que je n'arrivais pas et que je faisais rien. Trop bien. Mais bon, j'ai eu le temps de découvrir quelques trucs, de terminer 2 jeux en live sur ma chaîne Twitch, ça fait plaisir. Le reste, c'est des lectures. Donc ça fait 1, 2, 3, 4, 5 jours sur 7, c'est pas dégueu, de lecture et de jeux vidéo terminés. Parce qu'en ce moment, on live pas mal sur Twitch, je pense 3 fois 4 heures par semaine, un truc comme ça, ce qui est pas mal. On a 2 jeux qui sont terminés dans cet épisode, 2 jeux dans l'épisode suivant, et après on verra comment on va s'en sortir. Et ouais, je suis pressé d'enregistrer l'épisode parce qu'il sort dans un jour et demi, et en plus je suis pas trop dispo ce week-end, entre une mission qu'on m'a confiée, ainsi que la deuxième étape de Coupe du Monde de bloc, que j'ai envie de regarder, évidemment. Il y a eu les qualifs aujourd'hui, on peut pas voir ce qu'ils ont fait, mais j'ai regardé les résultats, pour savoir qui m'attendent demain et après-demain en demi-finale. Bref, j'espère que vous allez bien. C'est pas du tout ça mon intro. Ah, c'est presque ça. Dites-moi en commentaire comment vous allez, ce que vous avez découvert récemment, et ce que vous avez pensé des œuvres dont je parle dans cet épisode. Et justement, si celui-ci vous plaît, vous savez très bien comment fonctionne Internet. Abonnement, pouce bleu, partage, commentaire, étoile, boost, n'importe quoi, ça fera toujours plaisir et ça aidera beaucoup. Merci. En attendant, je vous souhaite un bon visionnage. Tout d'abord, nous continuons notre échange de bons procédés avec mon camarade d'escalade. Actuellement, il me prête l'atelier des sorciers, après Glouton et Dragon et Berserk, pendant que moi je lui prête Space Brothers, après Prisonnier Riku, après One Piece, si je ne m'abuse, et je crois que c'est tout. Et là, c'est le quatrième volume de l'édition Grimoire de l'Atelier des sorciers, pardon. C'est toujours très bien, et en même temps, c'est compliqué à juger. On a littéralement les mêmes éléments que dans les 3 premiers volumes. Les personnages ont évolué, certes, mais on reste sur les mêmes rails. Présentation de l'univers, avec ses règles, les problèmes que ça crée par rapport aux magies interdites et aux inégalités que ça crée, l'apprentissage des élèves de leur vision du monde confrontés au monde réel, et plein d'éléments qu'on revoit plusieurs fois comme ça. Et pourtant, comme c'est fait de manière un peu différente à chaque fois, c'est suffisant pour qu'on soit sur quelque chose qui marche bien. Parce que Coco, le personnage principal, est en gros doute sur son objectif qui est de sauver sa mère, parce que ça peut impliquer d'utiliser des sorts interdits et oubliés, qu'on ne peut pas, selon les règles, utiliser sur les humains. Elle le voit bien avec le dernier examen auquel elle a pu assister. Donc elle fuit, elle chiale, elle essaie de trouver une nouvelle solution. Mais heureusement, son maître est là pour la récupérer, la rassurer. Et elle est partante pour rester avec lui, alors qu'on lui offrait des portes beaucoup plus sûres, près de grands maîtres en magie, mais peut-être un poil plus froid. Et c'est dur de l'avoir fait ce choix, tant qu'Ifré, donc son maître, est un personnage absolument gris et bizarre pour l'instant. On sait toujours pas grand chose sur lui, il est juste très mystérieux, il fait des sorts la nuit, il a plein
d'histoires passées avec le grand groupe de méchants et même quand son grand ennemi de toujours, donc son assistant, lui dit qu'il peut tout lui avouer, il le fait, très bien, puis il lui efface la mémoire. Tu es en mode: «Ah! Kifré, je sais pas trop sur quel pied danser avec toi, parce que Oluyo, lui, il est humain, il est droit. On le voit, hésiter, douter et être peiné quand il doit aider un passant civil qui ne doit pas connaître les secrets de la magie, qui n'a pas le droit d'apprendre, qui n'a pas le droit d'entendre parler et qui peut donc juste recevoir un mini artefact en aide, mais alors qu'on pourrait lui faire largement plus pour lui. Ou quand il sait ce qu'il fait, on lui fait une demande sur, une piste de danse, il la fait correctement et même encore mieux. Et quand son pote est tout bizarre, il est prêt à l'écouter et à l'aider. Voilà, donc voilà, des questionnements surtout sur, Coco et son maître en ce début de volume. Et la deuxième moitié est sur la préparation pour un grand festival, annuel, magique, avec absolument la terre entière, emmenée grâce à Tarta, donc le fils, du vendeur, le petit-fils d'ailleurs. Ils forment un duo plutôt mignon avec Coco, et pour leur relation d'entraide, d'apprentissage, de néophytes, dira-t-on, et pour la petite romance un peu naissante, qui marche bien pour le personnage qui y fait attention. Et surtout, bah, il y a un gros sujet pour eux. Les deux ont une connaissance commune, qui est quelqu'un qui vient des bas-fonds, qui n'a aucune histoire, aucun argent, aucune estime de la part de qui que ce soit, et qui n'a pas de pouvoir magique, et qui ne peut pas marcher en plus de ça. Donc forcément, le but c'est de l'aider à soit changer le monde autour de lui pour qu'il puisse se déplacer avec sa chaise marchante, soit modifier quelque chose sur lui ou autour de lui pour qu'il puisse se déplacer plus facilement. Sur lui, c'est impossible à cause des sorts interdits, toujours gros blocage, alors ça pourrait sauver des situations évidentes comme ça. Ils finissent par trouver un plan, ça marche bien, et ça contourne bien le problème sans qu'il apprenne ce qu'est la magie et sans qu'il contourne les règles, mais en même temps, bah, t'es en mode ça marche que pour ce cas-là précis, et c'est dommage. D'autant plus que derrière, t'as une sorcière qu'on suppose être de la confrérie, qui vient le sauver en faisant des sales sorts, et sur lui et sur son père adoptif, des sorts interdits qui pourtant ben, lui ramènent les jambes qui lui manquaient et qu'il voulait. Donc la fin est horriblement dure. Je trouve très cool et très réussi l'alternance de sentiments qu'on a. Tu vois, la tristesse et la détresse avec Coco, sauvé par Kifré, de soutien avec Olugio, détruit par Kifré, l'enfant malade dans la rue, bah, c'est pareil, c'est triste aussi. Aider Custas, le voir se faire aider par quelqu'un d'autre. Et ouais, on se prend des grosses montagnes russes d'émotions, ça marche très bien. Donc voilà, c'est quand même des éléments qu'on a à peu près vus dans l'ensemble, hein, toujours traiter Kifré bizarre et la magie interdite. Mais en même temps, bah, c'est des immenses sujets, les deux sont tabous dans la société, les deux doivent être analysés, évolués et remis en question. C'est normal qu'on y passe plusieurs fois, et toujours de manière un peu détournée et sur le côté. Ça marche bien, c'était un bon volume. Ah! Ensuite, j'ai lu le 10e déjà, volume de JoJo's Bizarre Adventure partie 7 Steel Ball Run. Et encore une fois, il y a des éléments qui me perturbent. On découvre la fin de l'étape 4 où il n'y a aucun enjeu de course, parce que le dernier en date c'est dans le volume précédent, où Jero a créé sa propre route et où il a dépassé Dio en milieu du trajet. Et là, fin étape 4, sans enjeu, c'est fini. Ah! Ok! Et c'est dommage, parce que pour l'instant, on a eu 2 fins d'étape correctes sur 4. Alors, la course, c'est pas le sujet principal, hein, mais un peu. Il en fait partie, quoi. Par contre, Araki fait quand même des très belles choses. On a Jero qui se met à forcer Lucie, donc la fille de 14 ans qui est l'épouse de l'organisateur de la course. Donc quelqu'un qui n'a pas de pouvoir, qui n'a pas de connaissances, qui a juste de l'amour à donner et donc qui est prête à aider les gens.
il la force à aller récupérer le cœur du cadavre directement dans le président, en étant toute seule et sans aide. C'est des choses qui marchent trop bien. Araki arrive trop bien à mettre en avant et en difficulté les personnages les plus faibles, et ceux donc avec le meilleur cœur, les plus naïfs. Emporio, elle, notamment, c'est elle qui me revient le plus. Et ça marche très bien à chaque fois. D'autant plus quand, au niveau des ennemis, on a des alliances plutôt terrifiantes qui arrivent. Dio qui met de côté son orgueil pour demander de l'aide au président en lui promettant des trucs un peu des deux côtés. Donc lui apporte des infos et des infos principalement sur l'identité du traître. Et en échange, il reçoit du pouvoir, des postes présidentiels. C'est bien trouvé, comme compromis entre les deux, et c'est plutôt dangereux, dira-t-on. Et on en profite de l'étape suivante pour lancer un nouveau combat. Pour une fois, c'est bienvenu. Depuis le début, à chaque fois, c'est oh, vous savez, le seul personnage dont on a parlé à la fin de l'étape, et bah, c'est lui le nouveau méchant. Ah, vous savez, le mec qui vient d'arriver premier, alors qu'on n'a jamais entendu parler avant, bah, c'est lui le nouveau méchant. Et là, on nous tease un peu ça, avec un nouveau mec qui arrive premier. On nous le met en avant à chaque fois pas loin quand ça attaque, et au final, c'est pas lui. Bravo Araki, tu es surprenant. Après, le combat en lui-même m'a pas beaucoup plu. On a des petites créatures avec des kanji, je vais dire, dessus, qui arrivent à tout découper. Une grange, des bouts de corps, voilà. Sauf que bah, il n'y a pas de manière, c'est pas très vivant. Ça explose facilement les boules de Jero, mais il arrive à les garder fonctionnelles et à avancer. Mais les deux sont acculés, ils peuvent plus rien faire. Jojo a envie et besoin d'un power-up, donc bah, Jero va lui apprendre. Maintenant c'est question de vie ou de mort. Alors c'est une course qui dure méga longtemps, qui se font confiance petit à petit, c'est pas hyper bien construit. Et c'est dommage comme volume. Parce qu'en négatif, on a la fin de l'étape, on a le combat en lui-même, et en positif, on a l'idée de forcer Lucie, on a l'alliance entre Dio et le président. L'autre point que j'ai dit sur le piège sur le méchant, bah, c'est pas encore maintenant, sur le volume d'après qu'on en parle. Oups. Comme quoi, enregistrer 5 volumes après l'avoir lu, c'est pas le plus malin. Et évidemment, plus gros point positif du volume, dont je n'ai pas encore parlé, on a un flashback sur notre Jojo, et ça fait plaisir. Sa vie a été merdique de bout en bout. On l'a vu au sommet de sa gloire être une immense merde, et changer drastiquement dès le volume 1, sans effort. Et là on a un flashback qui est juste difficile, qui explique pourquoi il est un peu comme ça. Son frère était adulé dans la famille et extrêmement doué. Jojo, on lui dit de tuer son rat, il le fait pas, et au final, le rat a causé la perte de son frère. Donc il y a un karma immense et gigantesque alors qu'ils sont juste sympas et bons frères à la base. Et il se prend une haine immense et terrible à lire de la part de son père, avec un grand sentiment de culpabilité de l'avoir tué, de culpabilité d'avoir survécu, de culpabilité de pas être au niveau, de culpabilité de perdre contre Dio. Et c'est affreux comme flashback. Oh, il fait mal, mais il est trop cool à lire. Donc volume très en dents de scie, mais porté par le fabuleux flashback. Ah. Ensuite, j'ai joué à Bob l'éponge, bataille pour Bikini Bottom réhydraté. C'était le jeu que j'ai choisi pour revenir en live quasiment un an après le dernier en date. Donc ça faisait un grand écart. Mais je voulais un jeu pas très long, facile, tranquille, qui me faisait de l'œil depuis un petit moment. Donc j'ai pris un collectathon, tout gentil dans le monde de Bob l'éponge, sachant que j'en avais deux dans mon backlog. Mais vu l'aventure que j'ai passée, je suis un peu moins pressé de toucher à la suite. J'ai mis 10 heures pour faire le 100% du jeu et de ses succès. Ce qui est, maintenant que j'y pense, plus rapide que les 3 jeux suivants que j'ai fait en live, réunis.
Et j'ai plusieurs problèmes avec ce jeu-là. Il est très simple, c'est pas forcément un souci, je voulais une aventure raisonnable, ça va. Heu, Vrai problème, c'est que les mondes en eux-mêmes sont redondants dans les visuels et les idées. Alors que pourtant, dans l'univers sous-marin et dans les quelques épisodes de Bob l'éponge, je pense qu'il y avait moyen de trouver des trucs intéressants à faire. Donc on a, 3 niveaux dans la ville avec les différents éléments qu'on connaît dans la série. On a un niveau à Rock Bottom, un niveau à la plage, un niveau c'est une plaine, un niveau dans une forêt, un niveau, un peu spooky, un niveau, un peu mécanique et en eux-mêmes, ils sont pas redondants, de l'un à l'autre dans les décors, mais déjà, bah, c'est aucunement original, c'est des trucs qu'on voit, partout. C'est dommage avec un univers tel que Bob l'éponge et en plus de ça, dans la construction, c'est très ressemblant. Tu pas de grosses différences entre ce que tu fais au début du jeu et à la fin et tu pas l'impression d'avancer. En plus de ça, on a du farming à la con. J'ai fait le jeu à 100%, j'ai fouillé absolument tout et partout pour découvrir les différents collectibles et les différentes missions. Donc sachant qu'il y a, tu des trucs à récupérer pour avoir plus de vie, des spatules dorées à récupérer, des chaussettes à récupérer et t'as de la monnaie et en fouillant au max, il me manquait 18 000 points de monnaie, pour les dernières spatules. Parce que tu as une série d'une dizaine de spatules, je crois, derrière Captain Krabs, où il faut lui donner de la monnaie du jeu en boucle. Et en formant un max dans tout le jeu, il me manquait de quoi m'acheter 4 spatules sur 10. Donc j'ai dû farmer un max à la fin, c'était très chiant et pas du tout intéressant. Et je comprends pas comment ils ont dosé ça. D'autant plus que de ce que j'ai vu, le nouveau prix là qu'il y a dans cette réédition est beaucoup moins élevé que le prix qu'il y avait à la base dans le jeu. Ça devait être un enfer. Et j'ai aussi eu pas mal d'approximations au niveau de sauts qui collaient pas très bien, de captation de boutons au bon moment qui marchaient pas très bien, de pouvoirs de robots ennemis qui marchaient pas très bien. Et c'est dommage. Même les boss, ils sont pas super intéressants. Ça utilise à chaque fois les petits pouvoirs qu'on débloque en plus, mais pas de manière très intéressante. Tu esquives sa palette d'attaque qui contient 2 attaques, tu utilises le dernier pouvoir en date et mort. Parce qu'au final, tu débloques 3 pouvoirs en plus, je crois, dans le jeu, mais ça te force à revenir dans les niveaux à la fin, juste pour faire un seul truc lié à ça. C'est chiant pour ça, les gars. Par contre, ben, c'est cool d'avoir 3 persos différents avec des pouvoirs différents. C'est coloré, c'est drôle. Les succès sont pas poussés trop loin, donc c'est raisonnable à faire. J'avais envie de le faire, c'est court. Les missions marchent bien. Le collectaton marche bien. L'univers marche bien. Mais par contre, on sent que c'est un remake de 2003. Le jeu fait vieux dans son univers, dans ses mécaniques. Et pourtant, euh, remake de la même période pour les jeux de la même période, j'ai fait la trilogie Spyro, en Reignited Trilogy. C'était excellent. Donc bah c'est dommage. Je J'ai pas passé un horrible moment parce que j'aime bien ce genre de jeu, mais dans la liste des collectatons, c'est vraiment pas lui que je vais conseiller. En vrai, ça vaut le coup, je pense, si t'es fan de la série et de l'univers, que tu connais bien les persos, leur humour, leurs références, ce qui n'est pas mon cas. Je vois très bien ce que c'est Bob l'éponge, j'ai vu quelques trucs par-ci par-là, je pense, mais rien de manière carrée, rien dans l'ordre, pas de film, rien. Donc forcément, j'ai pas ce petit bonbon en plus, et je suis juste avec un jeu au maximum moyen. B. Ensuite, dans le même live où on a terminé Bob l'éponge, on a fait le 100% sur Magic Archery, qui est un clicker incrémental qui nous a pris 1 heure à faire le 100%. J'aime bien les clickers, j'aime bien les jeux incrémentaux. J'en ai fait pas mal au travers de mon parcours de gamer.
mais aucun sur Steam est comme ça, en mode je le fais à 100%, ça sera rapide et il y a une fin. Et donc c'est plutôt bienvenu et bien vu. Parce que ben c'est simple, hein, ça reste un clicker. Tu cliques pour que ton petit personnage tire des flèches et devienne au fur et à mesure le meilleur archer. Mais le jeu reste pertinent et enchaîne très bien sur une durée qui est plutôt correcte. Il y a eu un mini ventre mou, je pense, vers 45-50, quand j'attendais d'avoir les derniers points de magie et les dernières sommes d'argent sans avoir réellement de grosses évolutions visibles, parce que bah, j'étais déjà à des nombres et des quantités ahurissantes. Mais t'as tellement d'éléments, ça marche bien, t'es tout le temps en train de faire quelque chose. Alors que c'est un clicker, t'as des trucs qui font que le fonctionnement de base est automatique, mais tu tournes entre les 6 skills à augmenter, donc la précision, le critique, la force, la magie et les flèches de vie, je crois, un truc comme ça. Avec ça, ça te permet de faire plus de quêtes qui te rapportent de l'argent. Avec l'argent, tu peux acheter des améliorations, un peu plus classiques qu'on a déjà vu. Et à côté de ça, tu as également un des skills donc, qui est la magie, qui donne des points de magie et qui fait une sorte d'arbre de compétences magique à part. Et donc tu as ces 4-5 systèmes qui sont en codépendance, qui fait que tu es toujours en train de tourner entre les 4, tu as toujours le temps un truc à faire pendant l'heure. Tu es pris dedans, ça marche bien. Après, ça reste un petit jeu, hein, t'as 2 décors, t'as pas mal de possibilités pour avoir plus de flèches, déjà du type que t'as à la base, mais même de plusieurs types différents, et t'as de quoi avoir plus de cibles. C'est doux, le jeu est gratuit, et ça marche bien. Et de ce que j'ai vu, les créateurs ont fait un deuxième jeu incrémental, qui celui-ci est payant. Donc je me demande si c'est pas genre juste pour attirer du monde qu'ils ont fait ça, pour qu'on puisse après venir sur Tower Wizard. Bon, qui coûte 3 €, donc c'est pas non plus immense, mais bon bah c'est payant et t'as peut-être d'autres choses à faire. Je sais pas ce que le deuxième vaut, on verra si je m'y intéresse ou quoi, mais t'as du potentiel pour faire des jeux très fonctionnels, très énergiques, très corrects sur la durée. À voir. J'aime bien les clickers, donc on a avoir un qui a une fin qui est malin et qui n'est pas ennuyant. Je prends, c'était un A. Ensuite, j'ai lu le 12e et avant-dernier volume de Kamuya Ride. Il y avait des éléments plutôt sympathiques et j'ai pas été perdu à 100%, donc on n'aura pas un volume avec la pire note possible comme on avait avec les précédents. C'était toujours pas une grande claque et toujours pas très agréable, mais il y avait du mieux. Tout d'abord, on conclut le combat sur le bateau commencé au volume précédent. Il est remporté parce que Madame Bouclier est morte et que son âme défonce l'âme de la méchante de manière hyper simple, sans que ça raconte rien. Et après, dans une petite poupée de terre, et elle est contente avec l'élève qu'elle a sauvé dans le volume précédent. Ça apporte pas grand chose de plus par rapport à ce qu'on avait vu précédemment, qui m'avait juste perdu. Ok, bon, c'est pas là où je me suis convaincu. On a l'ennemi principal qui fusionne son esprit dans le corps du personnage principal. Ok, c'est quelque chose d'original et de plutôt compliqué à traiter. Il se sert de ça pour défoncer tous les autres camarades. Gros sujet. Et le seul plan en tête pour s'en sortir, c'est le plan le plus risqué possible, qui consiste à contrôler la folie actuelle du prince pour qu'il défonce, techniquement, celui qui l'accompagne depuis le début. Ça marche bien, c'est bien vu. Et d'un coup, au milieu du combat, le prince redevient normal. J'avais même pas tilté en lisant le volume, tellement ça sort de nulle part et je comprends pas pourquoi il devient normal alors qu'on nous a bien teasé les problèmes dans les 2 volumes précédents. Et c'est juste en feuilletant le volume euh, bah aujourd'hui, littéralement, alors que je l'ai lu le volume il y a 8 jours, que je me suis rendu compte de ça. Genre il redevient normal, et je sais pas d'où ça sort. Par contre, une fois qu'on a passé tout ça qui est quand même un peu en dents de scie, on part sur des choses un peu plus intéressantes, avec enfin des réponses
de l'avancement et des nouveaux sujets. On a un personnage teasé au volume précédent, qui est celui de la couverture, qui s'appelle Nomi, qui a le pouvoir de séparer le corps du héros avec l'esprit du méchant qui est dans lui, parce que c'est elle qui a créé le corps du héros à la base. Parce que c'était censé être son futur corps, qu'elle avait créé pour elle, pour rester immortelle en pleine forme, et pouvoir évoluer et changer sans que ça se voie. Et le personnage est très cool. Elle se prend pour un dieu, vu qu'elle a un pouvoir de création absolument gargantuesque, et pour apprendre à créer des humains parfaits, elle se sent obligée d'étudier les humains très en profondeur, va de plus en plus loin dans les tests et l'horreur, parce qu'elle se sent légitime, parce que c'est utile pour faire grandir l'humanité et pour aller au niveau de ses mains de Dieu. Ça marche bien. Et elle en profite donc pour voler sa création. Donc voilà. De ce côté-là, sur les origines du personnage principal et ce dernier gros ennemi, je prends. Toute la partie d'avant, c'est bof. Mais encore une fois, la partie sur le groupe antagoniste qu'on avait jusqu'ici marche bien. Son dernier camarade, qui était censé rester tout seul et s'occuper de leur héritage, revient, lui offre un nouveau corps en bonne et due forme, et lui donne l'héritage à nouveau. C'est un groupe très touchant et très bien créé. Je prends. Mais trop rapide, trop chargé, incompréhensible au niveau du changement des héros, et c'est relou. Alors, peut-être, encore une fois, que c'est que je suis pas été à fond dedans, parce que j'ai pas lu ça avec un bon rythme, et qu'il faudrait que j'enchaîne les 13 volumes pour le faire, mais ça sera une autre histoire, parce qu'effectivement, quand on aura fini de rattraper JoJo partie 7 et 8, Space Brothers et Claw, je vais partir sur un arc de tri. Donc, parce que j'ai beaucoup trop de mangas, ils rentrent pas dans mes 4 ou 7 CGR, c'est trop cher, c'est trop lourd, c'est très chiant à déménager. Et de toute façon, il y en a que j'ai depuis longtemps et qui me correspondent plus vraiment. On aura un arc où je vais relire des séries terminées, juger si je les garde ou pas, et ensuite bah, agir en conséquence. Et pourquoi pas en faire quelque chose du coup niveau création. Parce que j'aurai un avis global sur une série terminée depuis plus ou moins longtemps, pour décider de si ça mérite sa place dans mes étagères. Ça pourrait être intéressant. Donc on aura forcément une relecture de Kemuya Ride à un moment, avec un rythme plus confortable. Mais en attendant, c'est un C, parce que le monde bouge. Ensuite, j'ai lu le volume 11 de JoJo's Bizarre Adventure, partie 7, Steel Ball Run. Je crois pas avoir dit ça au volume précédent. Je passe ça en tête, niveau ordre de phrase bizarre. Ouais, bah c'était pas bien la suite du combat contre les créatures bizarres du volume précédent. Et même l'ensemble m'a plutôt mitigé, parce que l'entraînement et le combat est basé sur le fait que la meilleure rotation, la plus belle qui existe, c'est basé sur le rectangle d'or. Donc le système de proportion le plus classique et le plus connu qu'on connaît dans l'art et dans la nature. Mais avec les règles de con des épélis, qui me semblent pas très pertinentes quand t'es en danger de mort et en combat, mais qui auraient pu l'être quand tu lui apprends petit à petit, en voyageant ensemble, en lui faisant des obstacles, peut-être en plusieurs fois. Mais là non, il faut juste que Jojo dise 3 fois impossible d'avoir le rectangle d'or pour que là, il lui explique les règles. C'est pas intéressant comme façon de créer de la difficulté dans le combat. J'ai pas aimé. C'est ici qu'on retrouve ce que je disais pour le volume précédent, avec le piège autour de Norisuke et du vrai porteur de ce stand, qui du coup n'est pas, pour une fois, celui arrivé premier de manière mystérieuse à l'étape précédente. C'est cool, c'est original. Mais le personnage a une fin triste et touchante, parce qu'il a changé de plan par rapport à sa première apparition en tout premier dans le volume 1, et qui a un peu quitté ses règles pour essayer de gagner encore plus d'argent et sauver encore plus sa patrie. C'est mignon, la fin est triste. Voilà. Ça donne des trucs cool visuellement pour le nouveau pouvoir de Jojo,
qui est basé autour de la nature, puisque c'est là qui est le rectangle d'or en quantité. Et ça fait un truc cool, il lance ses ongles, ça fait des trous là où il les tire, et les trous suivent littéralement la direction qu'il veut. C'est sympa. Par contre, questionnement sur la construction, Hot Pants arrive, vole leur morceau de cadavre, et après t'as une fin en transition bizarre. Ils sont KO, ils se réveillent ailleurs, ils ont encore un mini bout de cadavre, il y a Norisuke pas loin, ils sont en pleine forme, on sait pas trop comment ça se passe, c'est bizarre. On a le droit à un flashback pour Jero, qui dure très peu de temps et qui n'est pas intéressant, où juste il fait un lifting à une meuf, avec qui il sortait de manière cachée parce qu'il devait pas faire ça devant son père. Donc oui, il y a des moments où il était égaré, où il servait du pouvoir des boules de manière différente en suivant pas les règles de la famille. Et pourtant maintenant il est hyper casse-couille, il apprend les règles de la famille en combat, en situation mortelle. Le flashback est juste bizarre. Ensuite, l'étape 5 se termine et on ne la voit encore pas. Ça commence à faire seulement 2 étapes sur 5 qu'on a vues. Ça commence à être plutôt léger et dommage vu que c'est mon préféré du manga quand il y a la course. Et derrière, nos personnages se lancent dans un nouveau double arc. Ils sont poursuivis par 11 personnes identiques. À voir où ça en viendra. Et on a une dame aveugle, très jeune, dans un arbre, qui leur propose des échanges pas du tout équivalents. Genre, ils perdent du vieux papier. Elle dit vous avez perdu ce vieux papier ou 1 milliard de dollars pour favoriser l'honnêteté et pas la cupidité. Mais alors que ça pourrait, tu vois, tu pourrais la piéger facilement. Elle est aveugle, elle est naïve, elle est jeune. Mais le but c'est de favoriser l'honnêteté, et derrière il faut réussir à tout dépenser sous peine de devenir le prochain gardien comme elle. J'aime bien le teasing de cette partie-là, t'as l'air d'avoir un combat classique avec des poursuivants, plus cette règle particulière un peu intéressante, mais le volume en lui-même, t'as la fin de Sandman, t'as le nouveau pouvoir de Jojo, mais la construction est bizarre, y a pas de course, y a un flashback inutile, y a Jero qui est hyper chiant pour l'apprentissage de son pouvoir. Je suis pas convaincu par ce volume-là. Il est important hein, pour l'évolution globale, mais il me semble pas très bien traité, donc ce sera un B. Le fait d'avoir que la lumière de l'écran devant moi et aucune autre lumière dans la pièce, ça fait bizarre. Je suis brûlé. Ensuite, j'ai lu mon troisième et dernier Marvel Must Have du mois de mai. Et celui-ci n'était pas très intéressant. C'en était un Deadpool. Je crois que c'est mon deuxième comics Deadpool. Ouais. On avait lu Suicide King en janvier, que j'avais trouvé assez léger et pas des plus passionnants. Et ici, on est donc avec Deadpool Massacre Marvel, et c'est encore moins bien. Je trouve le style graphique pas très joli. Ça commence par la destruction des 4 fantastiques par Deadpool. Et les attaques, et le gore, et les 4 fantastiques, je les trouve pas très jolis et pas très réussis visuellement. C'est assez étrange. Et pour un truc un peu de chasse à l'homme global, où tu croises plein d'univers Marvel différents, c'est assez mitigé comme style graphique. C'est pas un gros souci, hein, tu peux avoir une histoire intéressante mais moche. Regardez-moi, c'est pile l'inverse. Euh, mais le problème c'est que là c'est pas très beau, et en plus même au niveau de ce que ça raconte, c'est pas très intéressant. Parce que le but c'est juste que Deadpool massacre Marvel, comme l'indique subtilement le titre. Mais c'est léger, parce qu'il n'y a pas grand monde finalement. Il détruit les 4 fantastiques en intro, il détruit un Watcher, donc le gardien, quand ça s'appelle comme ça. Il y a un combat rapide contre Spider-Man, il a un truc avec les X-Men, et après, c'est un mec qui le chasse, quoi, et c'est déjà tout. Quelque chose comme ça, il manque pas grand chose, je crois, dans la liste. Ce qui est extrêmement léger. Sinon, t'as beaucoup de morts en une case ou pas très montrées. Alors, il fallait pas non plus en montrer des milliards pour pouvoir que ça reste frais, énergique, rythmé, qu'on ait des idées et tout.
Mais là, vu le peu qu'il y a, ça aurait dû être poussé plus loin. Là, on n'a pas vraiment de fun. Même quand c'est des personnages en lien avec lui, donc d'autres mutants par exemple, d'autres personnages qui ont des pouvoirs comme lui de résurrection ou qui éloignent la mort, ou donc il doit réfléchir outside the box pour pouvoir mettre un terme à leur vie. Mais même comme ça, il a des méthodes ultra bordéliques qui sont pas intéressantes, qui sont pas fun, qui sont pas bien montrées visuellement, et je me suis retrouvé dans rien du tout au niveau de sa chasse à l'homme. Par contre, il y a des éléments que j'ai bien appréciés. La peur que ça a créé en général chez les différents héros chassés qui parlent leurs amis petit à petit et qui ont peur d'être la cible suivante, chez les différents vilains qui sont un peu visés aussi et qui ont moins d'attaches et moins d'équipes pour s'aider, et même chez les civils, hein, perdre autant de super d'un coup, sans vraiment comprendre d'où ça vient et pourquoi, ça fait un gros sujet. Et ça marche plutôt bien. La partie finale marche pas trop mal aussi, puisque c'est Deadpool lui-même qui finit par être chassé. Il s'en sort facilement par des pouvoirs qui sortent de nulle part et que personne ne connaît, et grâce à ça, il gagne facilement, que ce soit fun, intéressant ou gore. Mais la partie chasse de lui-même marche bien. Et le final, avec le brisage du quatrième mur, et lui qui va chasser littéralement les créateurs de son histoire, ça marche bien. Mais ouais, hein, c'est léger et oubliable. Et je pense qu'il n'y avait pas vraiment le potentiel pour que ce soit une claque immense, parce qu'il n'y aurait pas eu un grand fond, où il n'y a pas eu de gros éléments racontés sur les personnages. Mais là, t'as genre Deadpool qui se fait éclater la gueule par Hulk, parce qu'il vient de tuer les Avengers, et donc il est très en colère. Mais Hulk part, il va faire une sieste. Donc Deadpool il se régénère sur son pouvoir et il le tue dans son sommeil. Et toi, quoi? On aurait pu avoir un combat genre hyper violent contre Hulk avec plein d'arrêts de redémarrage et t'as juste ça. Il le casse la gueule une fois, il arrête, il va dormir. Genre, pourquoi? À quel moment ça peut être pertinent comme ça? Et il y a plein d'éléments comme. Enfin, plein de combats qui ressemblent à ça dans l'idée. C'était pas très réussi. C'est. Ensuite, j'ai lu le volume 12 de JoJo's Bizarre Adventure Partie 7 Steel Ball Run. Il était déjà bien mieux que le précédent. Toujours pas pour son combat, on va pas se le cacher. J'ai bien aimé ce qu'il y a eu avant, j'ai bien aimé ce qu'il y a eu après, mais le combat en lui-même, moyen. Parce que le début, c'est surtout pour essayer de se débarrasser de l'argent qu'ils se sont fait avec la petite aveugle. Et ils appréhendent les règles, essayent de donner leur argent, d'arnaquer par-ci par-là. Ça ne marche pas parce que c'est pas du tout le but de ce stand et de ce piège. Et c'est une bonne façon de les faire tester et de faire évoluer leur rapport à l'argent. Et même quand ils essayent de faire des échanges, d'acheter des trucs, de les jouer au casino, ils ne font que gagner encore et toujours plus. Et c'est drôle de voir ce stand être un piège infini. D'autant plus quand, par exemple, c'est contre un casino qui essaye à la base de tricher pour gagner. Ils sont obligés de gagner pour survivre au stand. Et donc ça crée un truc plutôt cocasse. Ça marche bien. Bien plus du coup que le combat contre les 11 qui arrivent dans le casino. Où le pouvoir de ces 11 là, c'est de pouvoir sortir du dos des uns des autres. Peu importe dans lequel ils sont rentrés à la base, ils peuvent sortir de n'importe lequel. Ce qui fait pas un combat très intéressant. D'autant plus comme c'est un ennemi inexistant. Il sort de nulle part, il est 11, il raconte rien, on n'en sait pas plus. Le combat en lui-même est rapide et pas très intéressant, puisque surtout basé sur le fait que Johnny doit attendre pour faire repousser ses ongles pour essayer de le rendre un peu plus faible que ce qu'il pourrait être. Et ça se termine bien parce que ça règle tout en même temps, et le problème de l'argent et le problème des 11 hommes. C'est plutôt une conclusion correcte pour ces deux arcs parallèles. Et après, on retrouve du très bon avec Johnny qui est littéralement obligé de donner le cadavre à l'ennemi pour pouvoir sauver et protéger son ami slash maître.
C'est très cool, c'est touchant, et en même temps, c'est méga difficile, et un big aveu d'échec. Mais c'est impressionnant pour le personnage de Johnny, qui arrive à faire des choix difficiles comme ça, et à prendre sur lui et à apprendre, ce que Jero ne savait pas faire, comme on le voit dans un flashback, où il n'arrive pas à choisir, et où il fait des bêtises. Je crois que c'est donc dans celui-là où il fait de la médecine et où ça se passe très mal, logiquement. Je vois pas trop ce que c'est sinon. Ah non, c'est dans le volume d'après. Non, c'est beaucoup plus tard. C'est quoi alors qu'il ne sait pas choisir? Dans le volume 12, je ne sais plus. Mais ouais, du coup, il est bien en parallèle avec Johnny et ça marche bien. Et surtout, c'est pas fini. Le volume se conclut sur Lucy qui est poursuivie et en difficulté. Et vu que Lucy c'est une des grosses réussites de la série, c'est très cool à voir et on prend ça volontiers. Donc volume très chargé, le combat est pas très bon, mais sa conclusion, tout le pouvoir du stand avec l'argent marche très bien, et le teasing sur un petit arc sur Lucy, exceptionnel. Ah. Ensuite, j'ai lu le volume 32 de Blue Lock, normalement, pas notamment, l'avant-dernier volume de ce très long arc de la Neo Egoist League. On approche de la fin du match. Il y avait 2-2 en début de volume, il y a toujours 2-2 en fin de volume, mais on n'a jamais été aussi proche. Et parce que on a passé le passage avec les différents mentors, donc il reste plus grand chose à traiter. Et ça marche bien comme volume, c'est fou que ça marche aussi bien alors que c'est le 3e ou 4e sur ce match-là. On a enfin Gurimu qui est mis en avant, donc le bonze qu'on a depuis le tout début de la série, qui arrêtait pas de se comparer à Izagi et d'imaginer qu'il avait à peu près son niveau et son état d'esprit. On a plutôt vu que c'est pas trop le cas et que Izagi est un peu au-dessus. Mais il fait enfin quelque chose avec ses capacités et le plan qu'on lui donne. Et qui est euh, foncer droit devant Rin, qui, quand il est fort, ne se contrôle plus et qui lui fonce dedans pour créer une faute. Ça marche. C'est bien pour lui, mais c'est pas un plan très viable et ça débloque pas grand chose sur le match. Les choses qui bloquent le match pour l'instant, c'est le fait que les génies sont irrattrapables et créent des situations improbables. Genre, t'as un tir de génie, de Kaiser, dans un coin que personne n'attendait, et pourtant, Mbappé poursuit la balle et l'attrape quand même parce qu'il a une vitesse de zinzin absolument gigantesque et que personne ne peut dépasser. Et ça met Izagi extrêmement mal. En mode, depuis le début, je me débrouille avec mes petits plans, mais quand il y a des génies immenses en face qui te se passent en tout point, qu'est-ce que tu peux faire? Et deuxième point qui bloque et qui crée des problèmes, c'est que Noah, le chef de l'équipe allemande dans laquelle est notre personnage principal, a fait tout ça pour pouvoir éveiller Kaiser, le rendre plus puissant, le motiver un peu plus, pour que lui ait un ennemi fort à affronter dans le futur. Donc il se sert littéralement de Bullock et d'Izagi comme des outils. Et avec les révélations et le fait que Kaiser aussi est dépassé par les génies et se plaint de la même façon que lui, qu'il arrive à comprendre le problème. C'est qu'il y a les génies qui sont forts par eux-mêmes et qui arrivent à faire des actions de dingue, et tu as les stratèges qui réfléchissent avec ces génies, prennent leur pouvoir, arrivent à créer des plans pour eux et à trouver leur place au milieu. Et les deux sont pas genre en équilibrage ou quoi, c'est une rivalité. Il faut des stratèges qui aient des nouveaux plans, qui pensent différemment pour que les génies surpassent ça physiquement par l'instinct et que les stratèges repensent à nouveau plus loin et poussent le foot plus loin. Et ça marche bien. Ça permet à Izagi de reset mental, de supprimer tout ce qu'il a en tête, tous ses rivaux, tout ça,
pour ne garder que la soif de victoire, le truc qu'il avait perdu juste avant et qui était terrible. On a donc un très beau duel final entre lui et Rin, un sacrifice à la fin de ce duel qui marche bien, et une alliance surprise qui a bien montré l'évolution depuis le début de cette néo-égoïste ligue. Et surtout, on a les mentors aussi, qui finalement, là, Noah est en mode oui, je me suis servi de tout ça pour créer Kaiser au top niveau, mais finalement, bah, c'est Ego qui a le dernier mot. En mode, bah, je me suis servi de vous pour créer Izagi, des génies et des stratèges au top niveau. Et d'ailleurs, la fin du volume est pas très agréable. Izagi prend sacrément la confiance et parle mal à tout le monde. Il remet Noah à sa place, il remet Kaiser à sa place, il remet Bappé à sa place. Et en parlant trop mal, et ça sort de nulle part, ça j'ai pas bien aimé. C'est pas parce qu'il jette beaucoup de choses de lui et qu'il a compris un truc en plus dans le foot qu'il faut être un sac à merde comme ça d'un coup. C'est le seul point que j'ai pas aimé du volume, alors que le reste est une bonne évolution, c'est pas redondant avec ce qu'il y a eu avant, et ça fait un très bon chemin pour lancer la conclusion de cette longue deuxième saga. Franchement, j'ai passé un bon moment devant ce volume, et ça faisait un moment que j'avais pas kiffé comme ça, un volume de Blue Lock. Et je pense que ça passe mieux en l'enchaînant comme ça, parce que j'avais dû le lire en scan, ça, et j'avais pas un souvenir particulier. S. Ensuite, j'ai lu le volume 13 de JoJo's Bizarre Adventure partie 7 Steel Ball Run, et j'ai passé un excellent moment. On a une très grosse partie du volume qui est centrée sur le personnage de Lucy, et je sais pas si je vous l'ai dit, mais c'est un des éléments que je préfère dans cette partie. Elle est courageuse, elle est audacieuse, alors qu'elle a pas de pouvoir, pas vraiment de situation, et un âge très peu élevé. Et là, c'est l'arc où elle se lance à l'assaut du cœur du cadavre qui est présent dans le corps du président. Ce qui n'est quand même pas une mince affaire, notamment quand tu es recherché dans la zone parce qu'on sait qu'il y a un traître dans les parages. Euh, J'ai un souci avec cette infiltration, c'est qu'il est basé dans le fait de séduire la première dame. Aucun souci avec le fait que ce soit deux filles, c'est cool qu'on ait une première dame ouvertement bisexuelle du coup, et que ça puisse être utilisé comme ça, sans que ça soit montré de manière négative du tout. Mon seul vrai souci, c'est qu'elle a 14 ans. Araki, ça fait beaucoup, hein, la marier à un vieux, la montrer tenue ridiculement petite et avec des plans très subjectifs, la faire user de ses charmes pour draguer quelqu'un et s'infiltrer, et que cette personne en face en profite pour lui dire vas-y, assieds-toi sur moi avec tes fesses là. Et c'est pas. Ça fait chier quoi que ce soit mon volume préféré et qu'il y ait ça dedans. Parce que sinon, ben, tu t'infiles, tu te rapproches de la première dame, tu l'endors, tu vas voir le président pendant sa sieste pour lui voler le cœur. T'es aidé de loin par Hot Pence, qui, un peu de nulle part, se sert de ce que font notre petite bande de trois pour récupérer un morceau de cadavre en plus. Donc il l'aide pour l'infiltration, pour le plan, pour avoir une seconde peau déguisement grâce à ses pouvoirs, qui l'aide pour un combat parce qu'elle n'a pas, qui l'aide à la fin pour rester caché proche du président, ce qui est terrible, hein. Le vol marche, mais elle ne peut pas fuir, donc elle est obligée de rester cachée, proche, en empruntant l'identité de la première dame, ce qui est terrifiant à 14 ans, et marche, encore une fois, extrêmement bien. Hot Pen sort de nulle part, mais vu ce qu'on nous offre derrière, c'est très cool. C'est tellement dense comme partie pour récupérer le cœur. T'as des flingues, t'as la première dame, t'as un tueur qui la poursuit, t'as des gros sujets sur l'identité, de la traître, les changements de visage, dans un sens puis dans l'autre, et t'as des ballons de baudruche chiens qui transpercent un peu et qui poursuivent le traître en se basant sur les indices qu'il y avait eu plus tôt dans le manga. Ça marche très bien, c'est chargé, c'est prenant, et j'aime bien quand il fait des arcs un peu
en dehors des personnages principaux. Quand on était centré que sur Kira dans Diamond is Unbreakable, qu'est-ce que c'était bien! Il y avait un suspense, il y avait une tension, il y avait un personnage à la con. Là, on a un personnage touchant qui est en difficulté gigantesque, et ça marche trop bien. Et après, on a quelque chose de plutôt propre. On utilise le prochain combat pour Jero et notre Jojo face à un certain Weka Pipo, qui a un nom absolument abruti, mais qui vient du pays de Jero, qui a des boules de métal différentes, qui a eu le droit à des promesses du président pour gagner un peu de liberté et d'autonomie et avoir une vraie vie. Parce que dans son pays, c'est la giga merde, et ça fait trop plaisir d'avoir des éléments aussi concrets, compliqués et nuancés dans le pays de Jaro. En effet, là, Weka Pipo, il a confronté le mari de sa sœur parce qu'il l'a batté en la rendant aveugle. Et il y a littéralement eu un combat pour l'honneur contre le mari, qu'il a remporté, mais pourtant, ben, le pays entier le rejette. Il a fait ça contre quelqu'un qui avait plus de pouvoir que lui et plus d'influence pour une pauvre femme. Ça a détruit sa réputation, alors qu'il faisait ça juste pour sa famille et pour vivre normalement. C'est très touchant et on n'a pas envie de voir celui-là perdre. Et en plus de ça, de ce qui est très réussi sur Lucie et sur Weka Pipo, on a un chouille de course. Ça dure 3 secondes, c'est juste pour lancer un peu de rivalité entre notre duo et Poco Loco, qui est en tête actuellement. Mais c'est le moment quelque chose de nouveau. La course sur glace, qui est dangereuse et pas vraiment tentable, mais qui peut se faire si on trouve un chemin qui était tracé à l'époque par des habitants du coin pour pouvoir voyager plus rapidement. Mais il faut compter soit sur la chance, comme Poco Loco, soit sur les connaissances, comme notre duo. Et ça fait plaisir d'avoir un peu de course dans un volume qui présente déjà les meilleurs éléments de la série. C'est évidemment un S, très largement. Ensuite, j'ai lu le 29e et dernier volume de Vinland Saga, et quel voyage extraordinaire! Le volume m'a surpris en bien alors que j'avais lu les chapitres en scan. C'est quand même plutôt dingue. Mais quand j'ai annoncé à mon frère que c'était le dernier volume de Vinland Saga ce mois-ci, il était en mode, quoi? Déjà? Alors qu'il reste tant de choses que ça à faire? Moi, quand j'avais lu en scan, j'étais en mode, quoi? Les derniers chapitres déjà? Mais il reste tant de choses à faire? Et là, quand t'enchaînes cet immense volume d'un coup, bah ça passe très bien. Ça conclut plein de choses. Il y a plus vraiment d'éléments à raconter sur la guerre, sur la paix, sur la rédemption. Et ça marche très bien. Et évidemment, Vinland Saga, c'est une énorme claque. Les 7 premiers volumes sont affreux. Je maintiens que moi, j'ai pas aimé du tout le premier arc. Et en même temps, bah, c'est presque tant mieux par rapport au propos du manga, où il y a 7 volumes sur la guerre et sur tout le côté nordique connu et reconnu de la guerre, du vrai guerrier et tout ça, pour ensuite être remis en question tout le reste du manga dans des arcs excellents qui apportent de nouveaux éléments à chaque fois. Donc le message marche encore mieux sur moi qui ai pas aimé les 7 volumes de guerre. Donc ouais, j'ai passé 7 volumes d'enfer, sauf le flashback du père de Thorfinn, dont j'ai oublié le nom, évidemment, Torkel. Mais tout le reste, excellentissime. Et ce dernier volume ne déroge pas à la règle. On avait Thorfinn qui a été poursuivi par une bande d'Indiens, qui les fuit, qui se prend plein de flèches, qui est face au fantôme de son passé, en mode oui, la guerre vient partout, il n'y a pas le choix, il faut quand même continuer à viser la paix, à essayer de discuter, même quand la guerre est plus ou moins créée à cause de nous et de nos lubies. Et il est tellement impressionnant que les quelques alliés indiens qu'il a, et son propre esprit de n'avoir aucun ennemi, arrivent à libérer le plus récalcitrant d'entre eux à la base, qui est le chaman, qui ne croit que ses visions de danger et de mort.
et là, en voyant son ennemi comme ça arrive à le libérer. Ça marche trop bien, très bon sujet final pour Thorfinn finalement, parce que le reste du volume n'est quasiment pas sur lui, mais sur les autres qui subissent cette guerre de territoire qu'il a plus ou moins créée. On a Einar, Cordelia et Ivar, principalement parmi les personnages nommés, qui n'ont pas le choix pour défendre le village qu'ils ont créé, pour défendre les femmes et les enfants qui doivent fuir, pour défendre le foyer et les humains. Et évidemment, quand tu es en situation de défense de vie ou de mort pour ta famille, quand tu es en défense du village que tu as créé en honneur de ta femme perdue, tu es en mode il faut se battre, j'ai pas le choix. Et c'est terrible quand ça concerne deux personnages qui ont peur de la guerre et refusent de se battre depuis le début. C'est terrible quand ça concerne Ivar qui est coincé depuis son apparition dans le moule classique des Nordiques et ne veut rien entendre. Et ça crée des situations horribles où Einar, pacifiste au possible, qui a remis Thorfinn sur le droit chemin, se retrouve à tuer des gens sans avoir le choix pour son bien, et qui est détruit. Moralement, il peut plus rien faire. Heureusement, il est quand même écouté par Thorfinn, qui comprend comment les choses peuvent arriver là, même s'il déplore le pouvoir de dingue qu'a la guerre. Et on a le droit à un beau final déchirant pour arrêter Stork, le dernier viking belliqueux qui restait, et qui porte l'espoir de tous ceux qui sont partis avant lui. Donc t'as une fin très douce amère de ce voyage-là, qui, selon Carly, qui a extrêmement bien grandi et qui a bien compris les leçons et est plutôt rassurant sur les générations futures, annonce que ce n'est pas un échec, mais juste une étape de plus sur le chemin de la compréhension mutuelle, de la paix et de la rédemption. On le voit avec un Indien qui garde les cultures, arrive à les faire pousser et fait avancer ça en prenant un peu de culture nordique, ce qui peut apporter une réconciliation future. C'est un peu éliminé par un Indien qui est fan d'épée et qui ne veut pas la lâcher. Mais voilà, des bons moments à la fin, en famille, avec Gros Yeux qui prend son envol et kiffe la vie. Voyage de fou, qui se termine sur une fin douce amère et très ouverte. Mais en même temps, pour Thorfinn en lui-même, trouver la paix, c'est compliqué quand t'es le premier à la vouloir et même à l'imaginer, dira-t-on. Et que t'es encore un peu dans une bataille de territoire. Mais il y a tellement d'espoir qui a été lancé, on est sur la bonne voie, et normalement, ceux qui détestent la guerre auront le choix, et ça fait plaisir. Voyage de fou, tome de fou, personnage de fou. J'ai très hâte de relire ce manga un jour. Il s'est classé haut dans mon classement. Et si je devais ajouter un truc comme ça, qui ressort du lot, j'aurais Prisoner Riku, j'aurais Space Brothers, j'aurais Karakuri Circus, j'aurais Beastars, et j'aurais Vinland Saga, je pense. Parmi les séries que j'ai terminées. Space Brothers n'est pas terminé. Je suis un menteur, oh non. S, évidemment. Et enfin, on va être dans les temps. Yesai, tel un canard, trop marrant. J'ai lu le volume 14 de JoJo's Bizarre Adventure Steel Ball Run. C'est moins bien que le précédent, compliqué de faire mieux, mais c'est plutôt correct. Comme quoi, ça aide d'avoir un adversaire qui est un personnage et pas rien. Petit conseil comme ça. Parce que Jero et Wake Up Hippo sont tous les deux très liés finalement. Tout d'abord, on a un long combat glacé entre les boules des deux familles. C'est bienvenu pour mettre en difficulté les boules de Jero, ça arrive pas souvent. Et il y a déjà un petit côté malin d'attaquer dans un endroit glacé où il n'y a donc pas de nature et donc pas de rectangle d'or parfait. Et le pouvoir marche bien dans le fait d'enlever la vision et l'existence des corps du côté gauche et
d'avoir le camarade de Wekapipo qui attaque sur leur gauche. Son pouvoir à lui est nul à chier, hein. On l'attaque, il peut mettre les charges qu'il reçoit dans le sol, mais il peut plus bouger quand il fait ça. Et le perso n'existe pas. Donc c'est pas de ce côté-là que ça brille. C'est pas spécialement non plus du côté de leur difficulté sur la pousse des ongles et sur la recherche d'un rectangle d'or. D'autant plus qu'ils s'en sortent juste parce que Wekapipo est très centré sur sa mission, vise le cadavre en premier, crée une source d'eau et d'humidité en plus, ce qui crée de la neige. Et la neige, c'est des milliards de cristaux pleins de rectangles d'or. Ça lui détruit la gueule. Ok. C'est du coup juste long et pas intéressant de faire ça comme ça. Mais vu le lien des personnages, le flashback qu'on a avec Jero, le volume devient bon et le combat gagne un peu en substance. En effet, Jero, dans son flashback, avait voulu sauver la sœur de Wekapipo. Une femme aveugle qu'on n'a jamais traitée, alors c'est juste un petit point dans son aire optique. Il se dit que vu ses pouvoirs et tout, c'était faisable. La faute à pas de chance, le fait de pas être sûr de lui et de pas avoir demandé à son père plus fort, fait que c'est cassé définitivement. Donc, bon, il y a quand même des regrets de son côté, mais en même temps, elle est protégée dans un pays qui, de base, n'était pas vraiment très partant pour elle. Ce qui tombe plutôt bien pour récupérer Wekapipo dans leur botte et recevoir un peu d'aide. C'est plutôt cool, c'est bienvenu, c'est une belle évolution, et j'aime bien la façon dont se forme un peu l'équipe générale. Et le volume est aidé également par un sprint final contre Poco Loco et une fin d'étape en bonne et due forme. Mais du coup, si c'est le cas, est-ce que j'ai confondu tout à l'heure quand j'ai lu le volume 15? Parce que dans le 15, on nous montre les résultats de l'étape 6. Mais tout à l'heure, j'ai parlé de l'étape 5. Donc ça serait l'étape 6. Je suis décalé quelque part. Décalé quelque part, décalé quelque part. Oh ouais, oh ouais. Mais bon. Bref, on a une vraie course, on a un sprint. Ça joue sa chance, mais de manière différente de ce qu'on a vu jusqu'ici. Et il dépasse sa chance. Et on a enfin une victoire en bonne et due forme pour notre duo. Ça fait plaisir. Mais en parallèle, ils ont donné des infos sur leur plan et sur le traître à leur ennemi, et ça c'est pas gagné. Bon volume, hyper important pour l'intrigue globale, qui marche plutôt bien. Toujours un peu mitigé sur la façon dont il crée la difficulté et dont il la retire un peu facilement. C'est mon souci depuis pas mal de parties. Il crée des situations beaucoup trop dures où on n'a plus aucun espoir, et du coup, ben, le seul moyen, c'est qu'une solution qui arrive un peu de nulle part. Et c'est pas la meilleure construction possible. Mais c'est quand même un A. On va chouiner tout le temps là. Et voilà qui conclut notre épisode de la Lumière Pop de la semaine. L'épisode 20 de 2026. C'était chargé, d'autant plus en ne faisant pas ça petit à petit, mais tout d'un coup. Et pour l'instant, alors qu'on est déjà vendredi soir, on n'a que 4 œuvres pour le prochain épisode qui arrive. À voir à quoi il ressemblera au final. Dites-moi en commentaire comment vous allez, ce que vous avez découvert récemment et ce que vous avez pensé des œuvres dont je parle dans cet épisode. Si celui-ci vous a plu, vous savez très bien comment ça marche, YouTube. Abonnement, pouce bleu, partage, commentaire, boost, étoile. Quoi que ce soit, ça soutiendra toujours la chaîne et les vidéos. Merci beaucoup. Quant à nous, on se retrouve dimanche prochain 15h pour l'épisode 21 de la Lumière Pop de la semaine. Et entre-temps, normalement, plusieurs fois sur Twitch. Le dernier jeu qu'on a commencé, c'est Solcesto, le roguelite français fait par DocGero, dont il a parlé du développement sur sa chaîne YouTube à moult reprises. On a fait une session de 3 heures ce matin et j'ai hâte de continuer. Voilà, on se revoit bientôt. D'ici là, portez-vous bien, faites-vous plaisir. Comme bientôt.